qu'elle ne peut pas payer, ce qui provoque une dispute. À 10 heures de route, au nord d'Accra, nous sommes dans la partie la plus pauvre du pays. Cette région était le grenier à riz du Ghana. Elle fournissait du travail et de la nourriture en abondance. Les politiques de la Banque mondiale ont tout changé. Dans le village de Kpembe, la population s'est réunie. Les festivités sont ouvertes. Sur ce point, les choses sont comme avant. Les anciens se sont rassemblés pour nous recevoir et des chants et des danses sont exécutés en notre honneur. Si leurs moyens d'existence ont disparu, en revanche, les vieilles coutumes destinées à accueillir les visiteurs sont encore bien vivaces. Le chef est entouré de sa cour, mais même s'il respecte la tradition, les esprits bougent. Une nouvelle conscience politique émerge, elle conteste le nouvel ordre économique. Vous cultiviez le riz, vous possédiez plusieurs centaines d'hectares de rizières dans la vallée de Katanga. J'étais un des plus riches producteurs de riz du Nord. À cause du changement de politique, je n'existe plus. J'employais beaucoup de gens à la ferme, ici, dans la vallée de Katanga. Qu'est-il arrivé à la production de riz local? Cultivez-vous toujours du riz? Qu'est devenue la grande ferme que vous possédiez? La production locale a quasiment disparu. Quand le Ghana subventionnait les engrais et les semences, les machines étaient disponibles et donnaient du travail à tous. C'était presque le plein emploi, même pour les jeunes filles. Même le week-end, les étudiants venaient travailler dans les fermes, ce qui leur permettait de se consacrer la semaine à l'école. Mais avec l'effondrement de la culture du riz, on ne peut rien faire. Sauf partir dans les villes du Sud, chercher du travail, mais il n'y en a pas. Les gens reviennent alors à moitié morts de faim. Parce qu'ils sont allés en ville, ils sont affamés, n'ont pas de bon boulot, ils reviennent atteints de paludisme ou d'autres maladies. Maintenant, nous devons acheter notre riz. Un demi-sac de riz, 50 kilos, coûte 300 000 cédis. La politique du FMI est très négative et affecte dramatiquement toute la région. Notre niveau de vie est tombé très bas. On nous sort des chiffres, le Ghana fait ceci, fait cela. Nous n'en voyons pas les effets sur la population. Le Ghana dépense maintenant 100 millions de dollars par an pour importer du riz de pays comme les États-Unis. La suppression des subventions à l'agriculture locale s'est donc accompagnée de la suppression des barrières douanières. Cette économie de marché, dans sa forme la plus pure, est une sorte de darwinisme économique. La sélection naturelle passe par la survie du plus fort. On a demandé au Ghana d'orienter sa production sur 2 matières premières d'exportation, l'or et le cacao, et de laisser tomber le reste. Simple variation sur un thème remontant à l'ère coloniale. Pourquoi un pays tropical, semi-tropical ou semi-aride devrait-il cultiver du riz? Et pourquoi pas? Je doute vraiment que le Ghana devienne autosuffisant. Pourquoi viser cela? Alors que la Thaïlande ou le Vietnam, grâce à tous leurs avantages naturels, produisent un riz à un prix bien inférieur à ce que pourrait produire le Ghana. Non, je parle de l'Amérique, de la plus grande des superpuissances qui subventionne son agriculture à hauteur de 20 milliards de dollars par an, alors que vous refusez aux gens d'ici de subventionner leur production nationale. Quelque chose cloche, non? Quelque chose ne va pas dans la politique agricole américaine, parfaitement. Non, vous pensez que le Ghana peut faire mieux que l'Amérique en matière de subventions? Laissez-moi vous donner un chiffre qui est choquant mais vrai. Les subventions à l'agriculture des pays de l'OCDE dépassent le revenu de l'Afrique. On ne peut donc pas rivaliser avec ces pays. Le jeu de la sélection naturelle est faussé.
Les pays pauvres sont obligés d'appliquer les règles, les pays riches, non. Pour les gens du FMI, pour les économistes qui jonglent avec les chiffres et les théories, cette contradiction est un peu troublante. I can only say that the two institutions, the IMF and the World Bank, are on record. They are on record. Je peux seulement dire que les deux institutions, le FMI et la Banque mondiale, ont demandé publiquement à l'Europe, aux États-Unis et à d'autres grands pays de supprimer les obstacles freinant les exportations des pays en voie de développement. En fin de compte, les pays riches doivent appliquer cette politique chez eux. Tant que cette situation existe et perdure, vous acceptez que les règles soient injustes. Les règles ne sont pas injustes, elles sont justes. Les pays doivent les appliquer. C'est donc la situation qui est injuste. La situation est injuste, mais les règles sont équitables. Le libre-échange, tout ce qui contribue au libre-échange est juste. Son application ou sa non-application est un autre problème, qui entraîne une situation injuste. Ceux qui sont victimes de cette injustice sont les plus démunis. Mais c'est encore la situation qui est injuste ou regrettable. La situation est tellement désespérée que personne ne prend ses responsabilités. Les institutions blâment les gouvernements qui n'appliquent pas ce qu'elles prêchent. Les gouvernements blâment les institutions de prêcher des choses fausses. Dans la vallée de Katanga, les rizières restent en jachère. Il n'y a plus ni travail ni emploi, et les biens de première nécessité manquent. Le même scénario se répète dans d'autres pays. Une nouvelle génération de militants est née. Yao Graham dirige The Third World Network. Il vit au Ghana, mais il voyage à l'étranger pour mesurer les effets de la politique de la Banque mondiale. If you work it through in terms of the benefits, that very small input from the central government. Si on parle en termes de bénéfices, une toute petite contribution du gouvernement a permis de créer un dynamisme dans l'économie locale, d'arrêter l'exode rural des jeunes à la recherche de travail alors qu'il n'y en a pas en ville, de maintenir la dignité des gens, leur capacité de faire des choses et de subvenir à leurs besoins. Alors ils restent dans les villages, se lancent dans une agriculture vivrière, mais n'ont pas les moyens de payer pour les services sociaux de base, comme l'éducation, la santé, l'eau. Nous sommes dans un cercle vicieux. Les prêts étaient soumis à conditions. Coupe dans les dépenses publiques, ouverture des marchés, suppression des subventions, faire payer les services publics. Et les prêts ont entraîné des dettes. En l'an 2000, le Ghana a dépensé moins de 4% de son budget pour la santé et 7 fois plus pour rembourser les intérêts de sa dette. Nous sommes à l'hôpital principal de Tarkwa, au cœur de la région minière. Il doit maintenant s'autofinancer. En clair, c'est aux malades de payer l'addition. Les gens doivent payer pour leurs frais de santé. Cette jeune femme, savez-vous si elle a payé ? Elle devra payer pour son admission. Combien a-t-elle payé pour son admission ? Elle n'est pas encore guérie. Quand elle partira, alors nous calculerons ce qu'elle nous doit. Elle paiera quand elle sera guérie. Et les autres malades, c'est pareil pour eux ? Les médicaments, qui les paie ? Les malades ? Ils paient les médicaments, c'est du cash and carry. Cash and carry, vous appelez ça comme ça. Et c'est quoi au juste ? Le principe du cash and carry a été mis en place par le ministère de la Santé. Depuis des années, il y a un problème de financement du ministère et du système de santé. On a pensé qu'il était sage d'introduire ce que l'on appelle la participation aux frais. Depuis qu'on a réalisé que le gouvernement seul ne pouvait pas prendre en charge la santé de la population, les gens qui en ont besoin doivent payer. Conséquence du principe du cash and carry, Betty Krampa est prisonnière de l'hôpital. Elle vient de donner naissance à des jumeaux dont l'un est mort au cours de l'accouchement. Elle ne peut pas payer les médecins.
Son mari est au chômage, ses parents sont morts. Comme le personnel de l'hôpital qui doit l'obliger à rester, elle a honte. Mais il faut que les usagers paient pour que l'hôpital puisse fonctionner. Vous êtes guéri et vous restez jusqu'à ce que vos beaux-parents aient de l'argent. C'est ça? J'aimerais rentrer à la maison, mais je n'ai pas de quoi payer. Vous êtes là depuis quand?